Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cet événement, le webinaire sur la digitalisation au service de la gestion et du financement, euh, en partenariat avec Axiel et Finance Innovation. On est heureux de vous présenter des solutions innovantes euh, telles que Carton Trade, Crésus, Neofi ou encore Pono. Euh, je vais vous partager une slide pour vous présenter Finance Innovation, les grandes lignes. Excusez-moi. Voilà. Donc, Finance Innovation, on est donc un pôle de compétitivité qui a été fondé en 2007 par l'État. Aujourd'hui, on représente un écosystème d'environ 500 FinTech, InsurTech, TPE, PME, et on travaille avec une centaine de grands comptes, banques, assurances, institutionnels, académiques. Finance Innovation est répartie en 6 grandes filières. On a l'assurance, la banque, la gestion d'actifs avec l'asset management, les métiers du chiffre et du conseil qui sont dirigés par moi, également la finance durable et solidaire et encore l'immobilier. Finance Innovation, c'est un accélérateur de croissance pour les FinTech, InsurTech. Et c'est également la possibilité d'obtenir la labellisation Finance Innovation. C'est un gage de qualité et également un outil pour obtenir du financement public via la BPI. Donc, au total, on compte une centaine d'experts qui ont attribué la labellisation Finance Innovation. On a accompagné plus de 570 projets et une startup sur deux a eu le label Finance Innovation. Donc, chaque filière a la possibilité d'avoir un comité de labellisation donc par thématique. Aujourd'hui, Finance Innovation, c'est pas que du développement, du business développement, c'est aussi de l'expertise, c'est aussi du conseil à travers déjà 12 livres blancs qui ont été publiés, donc par nos intervenants, par les membres du comité Finance Innovation, sur des sujets de réflexion comme l'intelligence artificielle, la blockchain, les nouvelles technologies, toujours en lien avec la finance de demain. Finance Innovation, depuis maintenant quelques années, est très axée sur l'événementiel. Donc, on sait que pour permettre à nos jeunes entreprises de se développer, de rencontrer, de faire du matchmaking entre les grandes entreprises, mais pas que, c'est l'idée de faire à travers nos événements. Donc, nos événements, on a un événement par filière et des événements à thématique comme Crypto Day ou encore Cyber Day, selon je dirais, suivant les appétences et les appétences du moment. Donc, Finance Innovation, comme je l'ai expliqué, c'est plus de 500 FinTech labellisés, donc autour des thématiques suivantes, les nouvelles technologies, tout ce qui touche au paiement, les outils de financement, risque management, analyse et évaluation financière. On a aussi tout ce qui touche aux services et usages, donc la gestion des comptes, production comptable, optimisation fiscale également. Et on a une partie économie et collaborative et durable. Voilà les principaux événements organisés par Finance Innovation. Donc, on a le Real Estate Day pour tout ce qui est lié à l'immobilier, Open Day pour tout ce qui touche à l'open banking, Cyber Day sur la partie cybersécurité, Crypto Day sur les nouvelles technologies liées à la blockchain, Investment Day pour tout ce qui va être de la gestion d'actifs, Green Tech Day sur la partie finance durable et solidaire, et encore DAF Day et Insure Day pour tout ce qui va être métier du chiffre et du conseil et partie assurance. Donc voilà quelques chiffres clés. Donc sur la partie gestion et finance d'entreprise, donc c'est la filière du chiffre et du conseil. Aujourd'hui, on a recensé, donc on a labellisé 124 projets, plus de 3000 emplois ont été créés et 307 millions ont été déjà levés
sur cette filière. Voilà, je passe, ces chiffres-là. Ça, c'est sur la production. Ça, c'est les grandes thématiques de la filière, gestion et finances d'entreprise. Donc, on a tout ce qui touche à l'expertise comptable et la gestion d'entreprise, traitement de la digitalisation et de la fonction RH, le cash management sur la prévision de trésorerie, la digitalisation du paiement, facturation électronique, qui est une grande, une réforme qui va être mise en place, en 2024, où toutes les entreprises vont devoir faire face à ce défi de la facturation électronique. Et on a aussi tout ce qui touche les outils de financement pour le financement alternatif et également la gestion de la trésorerie d'entreprise. Voilà. Concernant la labellisation, donc le comité est le suivant. Je ne vais pas vous citer tout le monde, mais voilà, on a des comités qui sont organisés et dirigés par une quinzaine de hauts cadres dirigeants et présidés par Laurent Chenet, qui est donc associé chez MGT Conseil, un cabinet de M&A. Voilà. Donc, le processus de labellisation, il y a un dépôt de dossier qui est fait par l'entreprise. Le projet est évalué par un expert et il est également accompagné et soutenu par l'expert avant de passer devant le jury final. Le jury final décerne le jour J la labellisation ou non, et sous motif de, elle a la possibilité de donner du conseil pour essayer d'obtenir la labellisation dans les jours qui suivent. Donc voilà, vous avez une petite vision des membres, principalement sur la filière gestion finance d'entreprise. Donc ça ne concerne pas l'ensemble de Finance Innovation, mais la filière gestion finance d'entreprise. Les événements majeurs donc, pour cette filière, c'est le DAF Day qui aura lieu donc, le 12 octobre prochain à BPI France, au boulevard Haussmann, au 9 boulevard Haussmann. Et donc, je serai très heureux de vous y retrouver nombreux. Je vais passer la parole. Hop. Je vais passer la parole à Alice Debren de chez Carton Trade qui va pouvoir vous pitcher sa solution et son expertise métier. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok, parfait. Je vais effectivement partager mon écran pour assez rapidement vous présenter Carton Trade. Merci à France Innovation pour cette invitation et cette opportunité de partager les débuts de Carton Trade et les ambitions de Carton Trade. Carton Trade, c'est une structure qui a été créée et l'activité a été lancée début 2022 avec une première année, donc janvier 2022, avec une première année 2022 qui a été plutôt très couronnée de succès. L'ambition de Carton Trade, c'est sur un marché qui est un marché très oligopolistique, qui est le marché de l'assurance crédit, donc dans lequel on trouve aujourd'hui Euler Hermès, maintenant Allianz Trade, Coface, Atradius, qui est un marché avec finalement 3 acteurs historiques, d'offrir une nouvelle capacité, un nouvel acteur de référence qui va repenser l'assurance crédit traditionnelle et qui va surtout la démocratiser. On est sur un marché qui est un marché qui a très peu qui est très peu pénétré finalement, avec assez peu d'entreprises qui font appel à l'assurance crédit et notamment les TPE-PME, les entreprises qui sont de moins de 10-15 millions d'euros font très peu appel à l'assurance crédit alors même qu'elles sont relativement fragiles et on va y revenir pour des raisons de difficulté à souscrire, de difficulté à comprendre, de difficulté à gérer et c'est là où le digital est pour nous l'enabler majeur de la démocratisation de ce que pourra être l'assurance crédit de demain. Notre ambition, c'est d'être effectivement l'assureur asset light,
Pourquoi être asset light? Pour être agile, pour être capable de s'adapter aux changements économiques, aux changements de marché et aux attentes de nos clients, d'être, innovant, disruptif et entièrement digital parce que c'est là qu'on va réduire, nos coûts et on va par conséquent réduire le coût de nos clients. D'être l'acteur de référence, ça c'est notre métier. Notre métier, c'est, sécuriser les échanges entre les entreprises, le crédit interentreprise. Pour ça, on a, structuré une société qui est, dont l'équipe est extrêmement experte puisque, dans le top management, on a, essentiellement des gens qui sont, dans ce métier depuis une trentaine d'années, moi y compris. Hem, l'autre, axe sur lequel on a, structuré notre entreprise, c'est, une très solide et scalable, architecture, IT. C'est ça qui va nous permettre de faire la différence sur ce marché où les legacy de nos concurrents sont extrêmement lourdes et une gouvernance et des process adaptés à cette agilité. Nos missions, ça va être d'être présent à l'international, d'atteindre une excellence financière. Notre objectif, c'est d'être rentable. Le dire, c'est aussi permettre à nos clients de savoir que, ils ont en face d'eux un acteur qui sera un acteur pérenne. Je crois que pour la sécurisation des échanges, c'est important pour nos clients de savoir que la rentabilité chez Cartan, c'est un point, majeur et qui doit driver, à la fois nos investissements et nos ambitions. D'apporter une offre complémentaire à ce qui existe sur le marché aujourd'hui, de connaître notre marché. Je pense que c'est très important de connaître notre marché et les besoins de nos clients. On est en train de drainer, même si on connaît une fois de plus, parce qu'on connaît dans le marché depuis une trentaine d'années chacun. On connaît les faiblesses, de l'offre qui existe sur le marché, d'apporter une solution digitale à nos clients, que ce soit sur la partie, souscription, comment est-ce que je souscris digitalement un produit, mais aussi comment je peux le gérer au quotidien. Comment le digital se met, au service de la gestion au quotidien pour la rendre, souple et agile. Hem, je l'ai dit, ça fait, longtemps qu'on est sur ce marché et on a donc sur ces 30 dernières années, 27 pour ma part, eu l'occasion d'avoir, beaucoup de feedback de nos clients, de nos marchés. Les feedbacks, c'est, l'assurance crédit, on ne sait pas ce que c'est. L'assurance crédit, c'est compliqué à comprendre. L'assurance crédit, c'est compliqué à implémenter. L'assurance crédit, c'est compliqué à souscrire. L'assurance crédit, c'est compliqué à gérer et l'assurance crédit, c'est pas flexible. C'est tous ces points, qui ont été les points de départ de réflexion de l'aventure Cartes en Trade. Les produits aujourd'hui, je vais y revenir très rapidement puisque je vais faire un focus sur nos 2 produits, full digitaux. Aujourd'hui, qu'est-ce le Today que vous voyez à gauche, on a abordé le marché en apportant des solutions concurrentes, alternatives à ce qui existe sur le marché, mais relativement, semblables, avec, une pointe de digital par-ci par-là pour simplifier les parcours. Mais la vraie ambition digitale, elle repose sur ce que vous voyez ici qui est Tomorrow, c'est les produits Unlock Free et Roots qui sont, les produits pour les très grandes entreprises pour Free et pour les petites, entreprises et PME, hem, pour Roots. Roots, c'est donc notre offre digitale, pour les SMI. Je vous ai présenté les pain points dans la slide qui précède. Aujourd'hui, les pain points auxquels on a répondu, que ce soit pour le produit ou pour la cible, donc les clients qui aujourd'hui ne souscrivent pas, c'est, je l'ai dit, c'est pas facile à comprendre, c'est, compliqué à implémenter. Je ne comprends pas la valeur de ce produit. Les cibles, donc les PME sont pour nous des profils d'entreprise qui sont, finalement qui ont besoin qu'on s'adresse à eux avec des produits, beaucoup plus B2C que B2B, avec, une sensibilité très business oriented. Donc à nouveau, des entreprises et des entrepreneurs qui ne veulent pas perdre de temps, qui veulent des solutions faciles à mettre en place, faciles à comprendre et qui vont pas nécessiter, de mettre à la disposition de l'implémentation de ce produit 1, 2, 3 personnes. Aujourd'hui, ce qu'on a comme difficulté pour,
pour adresser ce marché, c'est que les coûts d'acquisition de ces produits sont assez élevés. Ce qui veut dire que ce coût d'acquisition, il est effectivement répercuté dans le coût final. Donc diminuer le coût d'acquisition, c'est aussi diminuer le coût pour notre client. Et une très grosse faiblesse de l'offre digitale que le marché est capable de proposer. Ce que l'on a, nous aujourd'hui, imaginé sur ce secteur-là, sur cette cible-là, c'est, une offre totalement digitale qui va être, de l'ordre d'une ligne de crédit, mais qui sera une ligne d'assurance, donc une enveloppe que, le client va venir acheter et qu'il pourra ensuite, tirer, à sa guise en fonction des, difficultés que ses clients vont rencontrer. Donc finalement, on va remettre les clés du camion à notre client. C'est lui qui va, au départ de la transaction, acheter une capacité d'indemnisation, acheter un plafond d'indemnisation et ce plafond d'indemnisation, il va l'utiliser à sa guise, sans avoir besoin d'en référer à son assureur, comme c'est le cas dans tous les autres contrats d'assurance crédit. Le parcours de souscription, il est complètement digital et il est surtout, hem extrêmement rapide, puisque notre objectif, c'est pour ces entreprises-là qui ont besoin d'une solution, rapide et flexible avec 3 questions sur notre plateforme, digitale. 3 questions, 3 réponses, une offre, un prix mensuel, un paiement par carte bancaire et un contrat, qui fait quelques pages. C'est un enjeu assez fort parce que, je l'ai dit, c'est remettre les clés du camion, c'est laisser les clés du camion entre les mains de l'entrepreneur, mais c'est aussi, quelque chose qui reporte sur une architecture de pricing et de rating que l'on a, chez Cartan, qui est très solide, qui nous permet, en profilant l'entreprise qui vient, nous demander, de souscrire une police, simplement en profilant son activité, son secteur, les éléments qu'on va pouvoir trouver, la concernant, et la réponse aux 3 questions qu'on va poser, être capable de, pousser, l'offre qui selon nous sera l'offre, qui sera adaptée. Le tout en s'appuyant sur une technologie, full API, et évidemment une solution, plug and play. Ça, c'était pour la partie, petites entreprises, donc jusqu'à 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand je dis petite, évidemment, 15 millions, je pense qu'on est, sur le secteur des SMI déjà sur une fourchette assez haute. Et là, on a le produit, Free, qui est un produit qui s'adresse aux grandes entreprises qui, elles aussi, considèrent aujourd'hui que, l'assurance crédit à l'ancienne est extrêmement lourde, à gérer et que, les assureurs sont beaucoup trop intrusifs et ne s'appuient pas ni sur les systèmes, leurs propres systèmes, donc les systèmes des corporates, ni sur l'expérience, que ces corporates ont pu développer. Ce produit-là est un produit dans lequel, on va travailler avec en échange de data entre, le ledger de nos clients, donc la balance de nos clients et le rating de Cartan. Donc on va matcher la balance de nos clients, tout ça évidemment de façon, totalement automatisée, la balance de nos clients avec notre rating et c'est, ce match et ce binôme, bailleur montant d'encours par bailleur et rating qui va donner le prix de l'assurance. Donc c'est une police sur laquelle il n'y a pas de de, d'arbitrage. C'est-à-dire que l'assureur ne va pas délivrer une limite par acheteur. Il va simplement analyser la balance du client, il va couvrir intégralement la balance de ce client, il va rater la balance du client et il va par conséquent pricer la balance du client. Le tout se faisant par échange de data, donc avec une implémentation de nos informations dans le système, du client automatisé. Ça veut dire que plus rien dans ce produit n'est manuel. Il n'y a pas
d'arbitrage de la part de l'assureur. Il y a simplement un échange de data et un pricing, à l'issue et une balance totalement couverte. Je l'ai dit, les 5 étapes, que l'on va, intégrer sur ce process, c'est la data capture, pour capter le ledger de notre client, le buyer matching pour, identifier chacun des clients et donc les analyser. Le scoring, tout ça se faisant, en ligne, le scoring pour délivrer pour chacun, des bailleurs de nos clients un rating et un pricing associé à ce rating. On est là sur un produit qui est un produit, full, c'est-à-dire que l'objectif de ce produit n'est pas, ce qui existe déjà sur le marché, ce qu'on appelle le single invoice cover, à savoir je veux couvrir un seul et unique risque et ce risque je cherche à le pricer, à l'évaluer. Là, on est sur une approche portefeuille, full data, et full coverage. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai, je crois, tenu le temps qui m'était Ouais. imparti. Super, merci beaucoup Heu, Alice. On reviendra sur Cartan en fin de session sur les questions. Et je vois que Sandrine Beaufils est avec nous de chez Axiel. Je vais te laisser la parole, Sandrine, si tu veux dire quelques mots Bien euh, sûr. par rapport à Axiel. Alors, oui, tout à fait. Je prends la parole à la place de Michel Ramez qui devait lui-même vous présenter un tout petit peu Axiel. Merci en tout cas pour l'organisation conjointement de ce webinaire. Merci pour la première présentation qui était vraiment très intéressante. Pour Axiel, en quelques mots, donc Axiel, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de composants et de systèmes pour l'industrie électronique. Donc, on va retrouver chez nous des fabricants de composants passifs, actifs, connecteurs, de machines, pour les fabrications des équipements, de tests et mesures, mais aussi on va retrouver des laboratoires ou des écoles qui font partie aussi de notre panel de membres. Donc Axiel, c'est à peu près 120 membres actuels, 100 000 emplois directs et indirects pour 6 milliards de chiffre d'affaires. Grosso modo, on a à peu près 24% de gros groupes, 9% de TI, 56% de PME, PMI et le reste, donc 11% qui se partagent entre les labos, les écoles et les clusters qui font aussi partie de notre panel. Je vous l'ai dit, c'est la représentation de composants passifs, actifs, connecteurs, des circuits imprimés également. Et donc, tous nos acteurs, tous nos membres adressent leurs produits directement aux assembleurs de cartes, donc aux EMS, et également aux intégrateurs, aux équipementiers. Les objectifs principaux d'Axiel, ça va être de défendre et de promouvoir notre industrie, donc l'industrie électronique, et ses compétences auprès des administrations publiques, des équipementiers, des clients finaux et des autres acteurs qui sont clés dans le secteur économique. Un autre objectif, et qui est pas des moindres en ce moment, qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement, c'est de stimuler tous les secteurs industriels au travers de programmes d'éducation et de formation. On sait tous qu'au niveau de l'industrie, en ce moment, il y a une petite pénurie de personnel, et donc notre vocation, c'est aussi de mettre tout ce qu'il faut en place pour former les jeunes, mais également les attirer vers nos métiers. Et puis, évidemment, comme toute organisation professionnelle, notre objectif, c'est aussi de créer des synergies et de faciliter les relations entre les écoles, les universités, les industriels, les fabricants, afin de mettre en place des projets de collaboration pour saisir de nombreuses opportunités de coopération, bien évidemment. Voilà en quelques mots Axiel. Alors on est acteur au niveau des pouvoirs publics, mais aussi au niveau des filières aval. On fait des partenariats assez souvent avec la filière aéronautique, la filière automobile, par exemple, au travers de la PFA ou même de la FIEV, le GIFAS pour la filière aéronautique. Et puis, on adresse aussi directement auprès de la FIEC, qui est notre fédération, la Fédération des industries de l'électronique, de l'électrique et de la communication. Au travers eux, on va toucher l'UMM avec le MEDEF également. On va aller voir la DGEFP, avec lequel on a pu organiser
organisé un EDEC. Et puis, on est un des acteurs clés de la fondation du comité stratégique de filière électronique, puisque la filière électronique a été rendue filière stratégique en 2018 par le gouvernement. Donc, en 2019, un comité stratégique de filière a été créé avec les 4 organisations professionnelles principales. Et au travers de cette filière électronique, on cherche justement à faire connaître notre filière au niveau des pouvoirs publics, au niveau des filières aval, en répondant directement à leurs questions et en allant à leur rencontre avant que les problèmes puissent se poser, comme on a eu, tout le monde a entendu parler des pénuries de composants il y a quelque temps. Donc ça nous a permis d'aller au-devant de ces filières et d'essayer de trouver des solutions avec eux. Et puis au travers de la DGE, de la DGA également, et j'en oublie certainement. Voilà, juste une petite phrase pour vous faire sourire à la fin, parce que je l'aime bien, que je la trouve plutôt agréable. L'électronique, c'est comme le sel dans la mer, on ne la voit pas, mais il y en a partout. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Et je vais laisser maintenant la parole à Ladislas Morcé, qui est CEO chez Pono. Ladislas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, attendez, je vais partager 3-4 slides. Voilà. Hop. Vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Oui, ça fonctionne. Donc, Ladislas Morcé, je suis CEO de Pono, une entreprise qu'on a créée avec mon associé Arthur Bertin en 2020 et qui vise à faire rentrer les garanties du financement dans le 21e siècle. Alors, avant de démarrer, ça vaut quand même le coup de vous réexpliquer un peu comment fonctionne la chaîne du financement des entreprises en France. Il y a deux grandes composantes dans cette chaîne. Il y a ce qu'on appelle le scoring crédit, qui est la mesure de la capacité de l'emprunteur à rembourser un financement. Je pense que les prêteurs bancaires ou les prêteurs alternatifs le font très bien depuis très longtemps. Et puis, il y a une deuxième composante qui est, je dirais, le prolongement naturel du scoring, qui s'appelle la garantie. Et la garantie, c'est l'outil juridique qui va permettre à un prêteur de récupérer toute ou partie de sa mise si l'emprunteur fait défaut sur le remboursement de sa dette. Cette garantie, elle ne fonctionne pas exactement comme une assurance, mais c'est un enjeu de réassurance, en tout cas, pour des prêteurs, pour pouvoir prêter dans de bonnes conditions à des PME qui empruntent en France. Donc, c'est extrêmement important, surtout dans un environnement depuis quelques années que je qualifierais de fluctuant, en tout cas avec de plus en plus de risques. Voilà, ça c'est pour la petite introduction sur la garantie. Avant que nous, on se lance, bien souvent la garantie, elle était gérée avec un process très manuel, soit par des juristes de banque en interne, soit sous-traités à des cabinets d'avocats. Donc, globalement, assez cher, assez peu flexible et assez mal suivi, je dirais. Ça, c'est partagé par tous les acteurs du marché. Et quand on parle de garantie, pour bien situer, on parle de choses que vous connaissez, que vous avez dû croiser, des hypothèques, des gages, des nantissements, des cautions et peut-être des outils un peu plus sophistiqués comme la fiducie, qui est un outil un peu plus récent. Voilà, ça c'est pour la petite introduction sur la garantie, qui est notre terrain de jeu favori chez Pono. Donc nous, on a développé un logiciel en SaaS complètement in-house qu'on vend à des prêteurs qui sont soit des prêteurs traditionnels, des très grandes banques françaises, des banques plus modestes, des prêteurs alternatifs comme des fonds de dette privés ou alors des crowdlenders par exemple, pour les aider à générer ces contrats de façon quasiment automatique et à les suivre, à les monitorer, à les gérer sur leur durée. Donc gérer un contrat de garantie, qu'est-ce que ça veut dire? Ces contrats, ils contiennent un certain nombre d'obligations pour l'emprunteur et le prêteur, qui sont des obligations administratives et juridiques, un enregistrement au service des impôts, un renouvellement, un envoi d'informations. Et il faut absolument tenir ces engagements pour que cette garantie soit efficace et puisse fonctionner le jour où effectivement il faut appuyer sur le bouton. Et ça, évidemment, gérer 5 contrats de garantie avec un calendrier Outlook, c'est simple. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes un prêteur industriel et que vous avez beaucoup de contrats de garantie en cours,
et des enjeux associés qui sont évidemment très importants puisqu'on parle de dizaines, centaines de millions d'euros d'octroi de crédit. Donc chez Pono, on vend cette solution depuis fin 2020, puisqu'on a eu quasiment un an de développement au départ, à une vingtaine de clients. Ces clients gèrent maintenant 1,3 milliard de financement sécurisé à travers la plateforme. C'est un chiffre qui était dans 250 millions d'euros fin 2021. Donc, ça vous donne une idée de l'attraction qu'on a eue l'année dernière, qui a été une année assez chargée. On a une équipe d'un peu moins de 20 collaborateurs. Et on est aujourd'hui 100% en France, mais avec des ambitions internationales assez rapidement, puisqu'on a levé des fonds récemment pour notamment développer notre solution et commercialiser notre solution à l'international. Le logiciel, qu'est-ce qui permet de faire, en tout cas, quelle est la proposition de valeur pour les acteurs du crédit, que ce soit des prêteurs ou des emprunteurs? Ce qui est intéressant, c'est que, et là on revient vraiment sur la digitalisation qui est le thème de ce webinaire, il y a des avantages en fait dans la digitalisation à la fois pour les prêteurs et à la fois pour les emprunteurs. Pour les prêteurs, il y a deux enjeux, il y a deux enjeux, un enjeu d'efficacité, de gain de temps dans la mise en place d'une garantie. On demande beaucoup aux prêteurs, notamment aux prêteurs bancaires, mais c'est des gens qui ont des contraintes comme tout le monde, de ressources humaines, etc. Un outil logiciel comme le nôtre va leur permettre de mettre en place plus simplement et plus rapidement une garantie. Ça, c'est la première chose. Le deuxième enjeu pour eux, c'est évidemment une meilleure maîtrise du risque opérationnel. Le problème, c'est que quand vous avez une garantie qui est en format papier, qu'il faut activer 5 ans plus tard, chez un acteur qui n'est pas équipé d'un outil comme Pono, eh bien, il y a des risques qu'on ne retrouve même pas cette garantie ou qu'elle était mal entretenue. Et ça, c'est un risque opérationnel parce que, évidemment, cette garantie, elle ne fonctionnera pas aussi bien que si elle avait été tenue grâce à un logiciel qui vous simplifie son suivi et son monitoring. Donc ça, c'est les deux enjeux principaux, et c'est aussi pour les prêteurs de remettre au goût du jour les garanties qui ont été un peu trop longtemps le parent pauvre du crédit, et qui en fait reviennent au goût du jour grâce à nous, grâce aussi peut-être à l'environnement économique actuel. Voilà, ça c'est côté prêteur. Et côté emprunteur, il y a également cette notion d'efficacité, le temps gagné sur la mise en place côté prêteur, vous le retrouvez côté emprunteur. C'est souvent des professionnels qui ont des besoins de financement importants parce qu'il faut racheter une autre entreprise, parce qu'il faut acheter un actif immobilier. Et donc, il y a des délais qui sont courts. Le fait d'avoir un outil qui permette de gérer la partie garantie est un gain de temps important pour ces professionnels. Très souvent aussi, il permet de diminuer le coût de la garantie qui est en France, comme dans beaucoup de pays, supporté par l'emprunteur, puisqu'évidemment, le temps que vous gagnez, l'efficacité que vous gagnez côté prêteur, très souvent, vous le retrouvez dans le coût de la garantie côté emprunteur. Et puis, dernier point extrêmement important, c'est faciliter l'accès au crédit. Je l'ai dit, la garantie, c'est un facteur de réassurance pour les prêteurs. Et bien souvent, nous, des prêteurs utilisent notre outil pour mettre en place des garanties afin de sécuriser des financements qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la garantie. Ou alors, ça leur permet de prêter plus, d'avoir une LTV, de proposer une LTV plus importante aux emprunteurs, ce qui évidemment est commercialement intéressant et bien perçu de la part des emprunteurs professionnels. Donc ça, je dirais, c'est la proposition de valeur pour ces acteurs-là. Ça, j'en ai un petit peu parlé, c'est les avantages de la plateforme. Peut-être je peux vous dire un mot sur ce que cette plateforme fait concrètement, et quelles sont les principales features de la plateforme. C'est un accès simplifié à l'information. Ce qu'elle gère, cette plateforme, c'est des contrats, qui sont des contrats parfois très simples, une page, un contrat de nantissement, 2 pages par exemple, ou des contrats plus sophistiqués, comme la fiducie sûreté, qui est une garantie plus complexe à gérer parce qu'elle repose sur un transfert de propriété des actifs qui sont mis en garantie. Ça demande une gestion plus fine et plus responsabilisante pour le prêteur. Eh bien, notre logiciel, il va permettre d'organiser toute l'information de ces contrats, qu'ils soient simples ou plus complexes,
et de simplifier toutes les tâches, je dirais, à faible valeur ajoutée, mais qui sont absolument indispensables en France et dans beaucoup de pays, hein, la collecte des KYC, leur vérification, pouvoir voilà, gérer du travail en collaboratif, pouvoir aussi organiser toute l'exécution des tâches. Hein, très souvent, il y a des comités en interne chez les prêteurs pour regarder quelles sont les obligations administratives et juridiques dans des contrats de garantie, et ces comités se réunissent une fois par mois pour voir quels sont les engagements au titre du contrat de garantie ou les engagements au titre du contrat de financement, ce qu'on appelle les covenants. Et ben, ça, c'est des réunions physiques où il faut relire tous les documents. Vous imaginez que quand vous avez 20, 30, 50, 250 financements, c'est extrêmement chronophage et source d'erreur. Avec notre outil, tout est organisé très simplement et tout est séquencé avec des rappels automatiques, des envois d'emails automatiques aux différentes parties qui sont en charge de l'exécution de telle ou telle tâche au titre de la documentation de financement ou de la documentation de garantie. Donc ça, c'est un facteur de sécurité extrêmement important et d'efficacité pour les différentes parties prenantes à un financement, prêteur et emprunteur. Et puis aussi, évidemment, comme on est dans un environnement très réglementé, que ce soit par l'AMF ou par la CPR, la création de reporting pour pouvoir avoir de la donnée un peu intelligente sur le portefeuille de garantie du prêteur, quelle est la valeur de collatéral sur un portefeuille de financement, est-ce que cette valeur évolue, etc. Donc c'est beaucoup de choses qui étaient faites à la main jusqu'à maintenant et qui sont en grande partie automatisées grâce au logiciel Pono et qui vont encore s'améliorer puisqu'on a pas mal de choses dans la roadmap sur les mois à venir. Donc voilà, je crois que j'ai fini sur cette très courte présentation. Pour revenir au sujet actuel, je pense que notre projet s'inscrit bien dans le thème d'aujourd'hui sur la digitalisation du financement. C'est vraiment cette notion de meilleure gestion des risques côté prêteur, avec une baisse du risque opérationnel. Et ça apporte aussi cet accès simplifié au financement pour des PME qui en ont besoin pour racheter un concurrent, construire un entrepôt, développer une filiale à l'étranger. Donc voilà, les prêteurs ont un rôle indispensable pour les emprunteurs de ce point de vue-là. Et la garantie est un pont intéressant et une source de réassurance très importante dans ce domaine-là, qui n'est pas un enjeu du tout niche. Je rappelle que le financement aux PME et aux SCI en France, c'est 200 milliards d'euros d'octroi par an. Donc, c'est un marché qui est colossal. Si on parle de la thématique de l'immobilier, c'est un peu plus de 50 milliards d'euros par an d'octroi de crédit. Donc, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Et la digitalisation des garanties et du financement est indispensable dans ce domaine-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Super. Merci beaucoup, Ladislas. Merci pour ces informations. Je vais passer à Aris Mebarki de chez Crésus sur la partie escompte dynamique. Bonjour à tous, merci. Merci Finance Innovation, merci Axiel pour ce moment. Effectivement, donc c'était César Vial qui était prévu, mais in fine, ce sera donc moi-même. Je suis directeur général et cofondateur de la société Crésus. Et donc, Crésus, eh bien, c'est une solution SaaS également, une fintech, qui adresse le sujet du paiement anticipé des fournisseurs et de l'optimisation du post-fournisseur. Donc, je vais partager l'écran. Normalement, vous voyez mon écran, c'est bien le cas. Vous voyez tous l'écran? Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais vous présenter notre nouvelle offre, puisqu'on est dans le thème de la digitalisation au service de la gestion et du financement. Et c'est une application concrète de ce que peuvent être la combinaison d'une fintech qui est dans l'univers du digital et un acteur plutôt historique qui est BNP Paribas, donc une banque qui est maintenant en train de faire aussi des actions pour
eh bien, aller vers sa digitalisation et qu'on puisse se rencontrer autour d'une offre commune que nous avons développée et qui permet aux entreprises eh bien, d'optimiser tout le volet du post-fournisseur, d'améliorer le DPO des entreprises, c'est-à-dire le délai de paiement, hein, et donc d'améliorer la trésorerie, le BFR des entreprises. Donc, en introduction, je vais présenter rapidement Crésus. Nous, on est une société qui avons été créée en 2020, donc par César Vial et moi-même. Nous sommes deux amis de longue date et après des expériences en finance et en commerce, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet au niveau du BFR. Et donc, on a créé ce SaaS qui est une plateforme qui permet eh bien, de proposer 3 valeurs qui sont listées à l'écran présentement. Le paiement par anticipation de ses fournisseurs avec un débit immédiat, le paiement par anticipation de ses fournisseurs avec débit différé dans le temps et l'allongement des délais de paiement avec débit différé. Donc, on pourrait se demander, mais à quoi sert de payer par anticipation ses fournisseurs? C'est vrai que c'est contre-intuitif, c'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école de finance, j'allais dire, mais ça permet eh bien, déjà de soutenir ses fournisseurs. On est dans le thème justement voilà, d'une reprise post-Covid et c'est vrai que les relations clients-fournisseurs sont devenues un sujet majeur. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi un enjeu qui est important, qui est un enjeu financier. Le fait de payer par anticipation peut ouvrir droit à réduction et c'est ce qu'on appelle l'escompte et c'est le sujet que l'on traite en réalité avec cette plateforme pour les entreprises. Donc, c'est un moyen d'améliorer sa marge en payant en avance, mais un peu moins cher que prévu, eh bien, ces factures. Et eh bien, le fait de le combiner avec le débit différé, ça va nous permettre de réaliser à la fois une économie sur la facture, mais sans impacter négativement notre BFR. Donc, c'est tout l'objet de cette alliance Crésus et BNP Paribas. Alors, je reviens sur quelque chose. Tout à l'heure, Alice, j'ai beaucoup apprécié, tu disais que les cadres dirigeants de Carte-en-Trade ont plus ou environ 30 ans d'expérience dans le métier. Voilà, César et moi-même, on a 30 ans. Donc, c'est vrai qu'on apporte, je dirais, une fraîcheur par rapport à ce sujet, qui est un sujet qui, traditionnellement, eh bien, est traité par l'affacturage inversé. Eh bien, nous avons voulu justement rompre avec le sujet de l'affacturage inversé et toutes les lourdeurs que celui-ci peut revêtir, notamment le fait que chacun des fournisseurs doit contractualiser avec la banque qui vient intermédier la relation. Et donc, ça donne des programmes de reverse factoring qui sont très lourds à implémenter, où on va demander aux fournisseurs eh bien, une pelotée d'informations, un KYC, donc une pratique bancaire où on va récupérer des documents qui peuvent aller jusqu'à la carte d'identité et qui vont freiner en fait l'enrôlement des fournisseurs dans un programme d'affacturage inversé. Donc, voilà, nous, on s'est dit, aujourd'hui, ça, c'est le problème majeur sur le post-fournisseur, pour le financement du post-fournisseur. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut construire qui répondent à l'enjeu des entreprises, donc à savoir proposer aux fournisseurs du financement, mais sans les contraintes, c'est-à-dire sans impliquer le fournisseur, sans le déranger en réalité. C'est ce que l'on a réussi à faire. On a co-construit avec nos partenaires stratégiques une nouvelle solution unique de paiement qui est le paiement des fournisseurs avec débit différé. C'est ce que l'on présente ici. Aujourd'hui, nous, on a 3 possibilités majeures avec Crésus. La première, le paiement par anticipation, où on a créé une plateforme d'escompte dynamique qui permet à une entreprise de déployer son propre programme de paiement anticipé en quelques clics à l'attention de ses fournisseurs. Donc, elle va pouvoir choisir les factures qu'elle souhaite proposer au paiement anticipé, choisir les taux d'escompte proposés et donc, sur cette plateforme, elle va pouvoir soutenir ses fournisseurs ainsi en leur proposant du financement. En même temps, grâce à l'intervention de BNP Paribas sur notre plateforme, nous allons pouvoir
eh bien, proposer un système de paiement avec débit différé. Le débit différé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'on va pouvoir payer les fournisseurs grâce à cette plateforme. Hein. Donc, le client va payer en avance les fournisseurs, mais il va être débité effectivement à fin de mois plus 60 jours. Et bien évidemment, cette plateforme, eh bien, elle revêt un intérêt tout particulier lorsque l'on combine en réalité ces deux approches, hein, puisque ça va permettre à l'entreprise qui exploite Crésus et qui l'utilise au quotidien, eh bien, d'améliorer ses marges en obtenant des réductions, des discounts, qu'on appelle escomptes, pour paiement anticipé, mais avec des paiements qui font l'objet d'un débit qui, lui, a bien lieu jusqu'à 90 jours après. Et donc, eh bien, cette combinaison-là va permettre aux entreprises eh bien, de optimiser à la fois les marges, mais aussi le BFR. Et quelque chose qui était vraiment important pour nous, c'était d'inscrire cela dans une démarche, dans une expérience qui est 100% neutre pour les fournisseurs. C'est-à-dire que pour le fournisseur, il n'y a pas de coût pour l'accès au service. Le seul coût qu'il y aurait serait celui de l'escompte qu'il consentirait à offrir à son client pour un paiement anticipé. Il n'y a pas besoin de contractualiser avec la banque. C'est le client qui se charge de contractualiser avec la banque. Et il n'y a pas de KYC à effectuer pour le fournisseur, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de donner son CABIS, ses RBE, qui sont des documents juridiques, ou encore sa carte d'identité en tant que gérant. Il n'y a pas d'engagement pour le fournisseur, c'est-à-dire le fournisseur, il peut, grâce à notre plateforme, eh bien, bénéficier de propositions de paiement anticipé. Il peut l'accepter sur une facture, mais sur la suivante, il n'est pas tenu d'accepter, contrairement à des programmes d'affacturage inversé où on va avoir une rigidité. Il y a parfois des critères même d'exclusivité et d'intégralité, c'est-à-dire qu'on doit faire appel à la banque pour l'intégralité du flux fournisseur avec son client. Donc, ce n'est pas le cas chez nous. Et puis, il n'y a pas également de recours, et ça, c'est important pour le fournisseur, c'est-à-dire le fournisseur, on lui propose une solution de prépaiement de sa facture. Une fois qu'il a accepté, en fait, il n'y a pas de recours. Tout se passe entre le client et la banque en termes de portage financier et de risque. Donc, cette plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme SaaS qui a été donc créée il y a 3 ans, qui permet donc de déployer un service 100% automatisé de bout en bout, c'est-à-dire de la récupération des factures au sein de l'ERP jusqu'à la réconciliation comptable des opérations en passant par le matching de paiement anticipé avec le taux d'escompte et la date d'anticipation. Et donc, ça permet de déployer un programme de paiement anticipé des fournisseurs et nous l'avons construit en partenariat avec Visa et BNP Paribas pour permettre d'allonger également de façon embarquée les délais de paiement des entreprises. Donc concrètement, on a la proposition de valeur suivante. On va proposer au DAF, au trésorier d'une entreprise qui souhaite optimiser son flux fournisseur, de reprendre la main sur son flux fournisseur, c'est-à-dire de développer une gestion tactique de ses flux. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'avait comme possibilité, in fine, que de payer à échéance ses fournisseurs. Aujourd'hui, grâce à Crésus, il a la possibilité sur certains fournisseurs ou sur certaines factures de déployer de l'escompte, donc d'améliorer ses marges, et en même temps de payer le fournisseur avec un débit différé, donc d'utiliser à plein le délai supplémentaire. Il va pouvoir sur certaines factures paramétrer que l'utilisation du débit différé à échéance. Sur certaines factures, il va simplement proposer le paiement anticipé et donc l'escompte dynamique. Et peut-être que sur une partie du parc fournisseur, il ne souhaite rien faire. Et donc, on va lui donner des armes supplémentaires en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qui est novateur. Donc, en termes de fonctionnement, c'est relativement simple. Nous, on a la capacité de se connecter à n'importe quel environnement comptable.
où apparaissent les factures fournisseurs et où sont approuvées les factures fournisseurs. Nous récupérons via un protocole SFTP ou API très simplement les factures fournisseurs approuvées en fonction de règles de gestion qui ont été paramétrées par le DAF sur les taux d'escompte, sur l'utilisation du débit différé ou non. Eh bien, une proposition de paiement anticipé va être adressée à l'attention du fournisseur qui va pouvoir se connecter sur la plateforme avec un login mot de passe qui lui est communiqué et il va pouvoir, eh bien, s'il le souhaite, accepter des propositions de financement quelque part de la part de son client en un clic et sans passer par le circuit bancaire. Donc, c'est vraiment une plateforme très très simple de matching entre un client et un fournisseur sur eh bien, des modalités de paiement anticipées et qui embarque une solution de financement. Donc, la plateforme, elle est hyper intuitive. On le voit à l'écran très rapidement, un mini dashboard opérationnel qui permet de savoir où on en est en permanence en termes de nombre d'offres en cours, de montant, de volume, de gains potentiels, également des taux d'escompte. Et puis, on a l'intégralité des offres qui apparaît. Donc, ça permet au trésorier, au DAF, en pilote automatique, c'est-à-dire qu'il est là juste pour superviser en réalité. Il n'a pas d'action manuelle à faire au quotidien. Eh bien, ça lui permet de suivre en temps réel les gains réalisés et les financements, en tout cas le débit différé, l'encours de débit différé qu'il peut avoir. Également, sur la plateforme, on retrouve tous les certificats d'escompte qui sont des certificats qui viennent faire objet de pièces comptables au besoin et qui récapitulent eh bien, l'intégralité des accords entre clients et fournisseurs sur du paiement anticipé. Donc, le principe, c'est que sur la plateforme, le DAF ou le trésorier, à l'initialisation, il va paramétrer des règles d'escompte par rapport à des catégories de fournisseurs et puis il va faire rentrer eh bien, cette règle d'escompte à chacun de ses fournisseurs. Donc, il peut créer autant de politiques d'escompte qu'il le souhaite pour autant de groupes ou de sous-groupes de fournisseurs qu'il pourrait avoir. Et puis, il va donc définir si c'est un escompte dit fixe ou si c'est un escompte dit dynamique, c'est-à-dire qu'il va décroître avec une courbe pour refléter une réalité. Tout cela est bien évidemment compatible avec la réalité business, à savoir que les entreprises, elles peuvent avoir des campagnes de paiement ou des sessions de paiement. Par exemple, une entreprise qui va dire « je paye le 10, le 20 et le 30 uniquement ». Et donc, ça peut être effectivement compatible avec ce genre de démarche ou de processus qui peuvent exister dans les trésoreries ou les directions financières. Et pour les fournisseurs, également, ils ont la possibilité de définir des règles, des règles concernant eh bien, l'acceptation des offres. Par exemple, ils peuvent dire pour 30 jours de trésorerie gagnée par rapport à la date d'échéance, j'accepte tout escompte qui serait à 1% ou moins. Et donc, dès lors qu'on a une proposition qui vient rencontrer ce critère, cette règle, qui vient matcher cette règle, eh bien, notre système va automatiquement accepter l'offre et donc éviter aux fournisseurs de se reconnecter à chaque fois pour dire j'accepte cette proposition ou j'ignore cette proposition. Donc, in fine, avec Crésus, on a une plateforme qui permet de reprendre la main sur le poste fournisseur, d'adopter une stratégie sur le poste fournisseur plutôt que de rester passif sur ce poste. Stratégie qui va apporter à l'entreprise qui s'équipe eh bien, une solution d'amélioration des marges commerciales grâce aux escomptes, mais en même temps une solution de débit différé des paiements fournisseurs jusqu'à 90 jours. Et cela sans impliquer ou déranger le fournisseur, ce qui est absolument unique puisque la facturage inversé aujourd'hui, qui est en réalité la seule solution alternative, eh bien, a forcément besoin d'impliquer le fournisseur et c'est un vrai pain point pour les entreprises. Donc nous, on est capable de permettre à une entreprise de commencer à gagner de l'argent dès 5 jours d'implémentation. Et puis, on constate un autre chiffre que sur une base fournisseur, eh bien, on arrive à convertir dans le sens où sur une base fournisseur de 100 fournisseurs, il y en a 30 à 40 qui activent leur compte, ce qui se fait en un clic, puisque
ils ont une invitation de la part de leur fournisseur avec un login mot de passe et après, ils sont live sur la plateforme. Un point qui est important, mais c'est presque une évidence aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle BNP Paribas nous a choisis, c'est parce qu'on a mis un point d'honneur à la sécurité des infos. On parle quand même de bases fournisseurs qui peuvent être stratégiques, notamment dans l'industrie. Je pense à un de nos clients qui est DV Group ou encore Groupe Duquesne, qui sont peut-être même membres de chez Axial, il me semble, qui sont dans l'industrie. Et là, on a des sociétés qui ont un trésor avec leurs bases fournisseurs, puisque c'est des technologies de pointe, etc. Donc, nous, on a pris soin justement d'encrypter toutes les données et d'avoir une architecture cybersécurité qui soit vraiment poussée, de sorte à rassurer aussi nos clients, puisque c'est un sujet majeur pour eux. Donc voilà, après en termes de partenaires, comme je vous l'ai dit, on travaille avec BNP Paribas et Visa. On a également intégré un partenaire qui s'appelle SysID qui nous permet de lutter contre la fraude aux IBAN. Et donc tout client de Crésus pourrait bénéficier de la plateforme SysID qui est en réalité un moyen de certifier la validité du couple sirène-IBAN. Voilà. Et puis, on a des entreprises clientes qui sont dans divers secteurs en réalité. Ça va donc de l'agroalimentaire, qui est un secteur dans lequel on a une très bonne adhérence, avec notamment le Petit Ballon, mais aussi des coopératives agricoles qui ne sont pas citées ici. Et puis également dans l'industrie. J'ai cité DV Group, Groupe Duquesne, Fidelfio, qui est aussi dans l'industrie, et qui sont des sociétés qui aujourd'hui ont choisi de reprendre la main sur le poste fournisseur avec une solution vraiment innovante qui est Crésus et qui leur permet à la fois de répondre aux besoins, de créer des partenariats, des relations privilégiées avec les fournisseurs, mais aussi les enjeux financiers de l'entreprise. Voilà pour ce qui est de Crésus de notre côté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur cette solution. Merci beaucoup. Merci, Aris. Pour revenir à la question de Michel, on va bien entendu pouvoir vous envoyer les présentations des différentes entreprises qui sont passées. Rapidement, je vais donner la parole à Patrick Berthe, qui est directeur commercial chez Neofi. Patrick, je te laisse démarrer. Je partage. Merci Alexandre. Je partage mon écran. Bon, je suis pas très doué là. Je pensais m'être entraîné. Je suis confus en fait dans la précipitation. Il faut que je change quelque chose et j'arrive pas à trouver quoi. Ça y est, j'ai trouvé. Partage. Je vais essayer de faire rapide parce que je sais que on est un petit peu en dehors des horaires. Ça devrait passer comme ça. Partager. Paf. Voilà. Merci Finance Innovation de me recevoir aujourd'hui pour présenter ce que nous on appelle au fait l'automatisation des processus financiers. Quand j'entends digitalisation, immédiatement chez Neofi, on dit OK, exploitation de la donnée. Digitalisation, ça veut donc bien dire qu'il va falloir en fait concilier le métier et la technique. Et Crésus en fait me donne, on va dire, l'introduction idéale pour expliquer que dans les derniers slides, quand j'ai vu en fait les interfaçages avec différentes sociétés, éditeurs, applications, interfaçages, je me suis dit OK, ça c'est ma zone de confort. Parce que quel que soit le sujet que l'on doit traiter, et aujourd'hui il y en a eu de nombreux pour lesquels je suis vraiment pas un expert, mais donc en fait que j'ai écouté avec attention, je me dis c'est bien joli tout ça, ça c'est le quoi, mais je dirais dès lors qu'on ne sait pas en fait travailler sur le comment, il y a des moments où en fait ça engendre des grains de sable qui sont assez délicats à gérer. Et c'est la raison pour laquelle nous on s'est positionné entre le métier, quel qu'il soit, mais le métier de la finance et l'informatique. On parle en fait à ces deux départements. Alors les fondamentaux, bon, quelques slides qui vont être assez bateaux, mais qui vous posent le décor.
Notre réflexion depuis notre création qui remonte à 2006 et toujours sur la donnée, notre réflexion, c'est de se dire, objectivement, tant que l'entreprise ne peut pas en fait améliorer sa performance, elle est vouée malheureusement à être distancée. Donc, notre ambition, c'est de faire en sorte d'automatiser leur processus, mais tout cela dans une dynamique où on n'est pas restreinte ou cantonné à un seul logiciel, puisque une entreprise vit de plusieurs logiciels, donc de différents métiers qui soient en fait transversaux, qui soient en fait focus sur une seule activité. Mais dès lors que l'entreprise s'étoffe, elle va se doter de différents logiciels. Donc notre objectif, c'est d'automatiser les processus transversaux de l'entreprise. Et donc nous, comme je le disais en introduction, nous, en gris, on a une expertise dans la partie métier et dans la partie technologique. Non seulement technologique, mais on va dire en fait non intrusive et en low code, je m'appesantirai sur ce thème un petit peu à barbare. Non intrusive, c'est-à-dire que on va proposer quelque chose qui va permettre à optimiser les traitements sans affecter aucunement les différentes applications qui sont déjà installées dans l'entreprise. Et low code voulant dire que toute personne qui est capable de concevoir, même pas des macros, mais des fonctions assez sophistiquées dans Excel, est tout à fait capable de paramétrer les logiciels d'échange de données entre les applications que j'ai entendues juste avant mon passage et le client ou le fournisseur quand il y a des échanges à formuler. Et donc, gestion de flux financiers, transformation, contrôle, ça c'est important. C'est que à quel que soit le moment où on va récupérer une donnée, il y a toujours un moment où on va se dire quel est le degré de fiabilité et est-ce que la donnée que je vais présenter ou afficher, est-ce qu'elle est pertinente ou est-ce qu'elle a besoin d'être retravaillée? Et on arrive toujours à un moment dans le processus d'échange de l'information de devoir quelque part extraire des informations pour les réinjecter dans un tableau Excel, pour lancer des calculs de vérification et de contrôle. Et notre idée, puisqu'on l'ambition, c'est d'automatiser, les processus. Notre idée, c'est de se dire, bah, ces fameux contrôles, ces fameuses, alertes sur des seuils, sur des plafonds, sur des calculs et cetera, peuvent se faire dans le logiciel, à un instant donné, et la sophistication va jusqu'à être capable de récupérer dans n'importe quel type de format, toute information, y lancer des calculs, y lancer des contrôles et engendrer des alertes en fonction de différents éléments, des événements, des dépassements, des défauts positifs, par exemple dans l'antifraude ou des vrais positifs et engendrer des différentes actions, s'il est vrai, s'il est faux, en fait. Et donc vous voyez, en fait, on est dans une construction d'un workflow et on modélise ces workflows après traitement de la donnée. Donc on est dans la data et dans l'action, pour piloter ces données. Hem, je suppose que pendant que j'ai parlé, vous avez lu le slide et comme je ne suis pas un relecteur de slides, je vous ai laissé en fait, vous approprier cette slide. Heu, Aujourd'hui, nous avons énormément de traitements qui sont, utilisés par, différentes entreprises. J'y reviendrai sur ce slide-là et je vais sauter directement sur les différentes entreprises que l'on a au catalogue, enfin que l'on a qui nous ont fait confiance. Ces entreprises nous ont sollicité pour des traitements qui sont extrêmement divers et variés. Et là, je vais prendre quelques exemples pour vous illustrer, comment est-ce qu'on a réussi à, concilier le métier et la technique. Parce qu'encore une fois, c'est bien là, en fait, il y a toujours un achoppement, hein. Il faut toujours qu'à un moment, les 2 départements, convergent et par exemple, une direction, de contrôle de gestion, heu, est sollicitée par le PDG pour voir, les résultats d'entreprise, quotidiennement. Eh bien, le contrôle de gestion, le contrôleur de gestion et son équipe, doivent extraire des données, de différents systèmes, de commandes, de factures, de livraison et cetera et comme en fait ça provient de différentes structures, qui ont été, donc différentes applications, mais aussi différentes filiales, différentes entreprises qui ont été acquises par croissance externe. Il y a une forte hétérogénéité de la récupération de ces données pour, au final, présenter des informations qui soient homogènes et
cohérente. Et je ne parle pas encore des contrôles. Eh bien, tout cela, en fait, ça demande énormément de travail, d'optimisation, de retraitement de la donnée avant de présenter les informations en mode business intelligence. En fait, donc, en fait, de la BI, c'est donc des rapports assez souples et malléables. Et je me souviens que nous avons fait ça pour un de nos clients qui doit être caché en bas ici, Econocom. Et aujourd'hui, le contrôleur de gestion nous a avoué qu'on lui avait fait gagner un tiers temps de sa journée. Voilà. Tout ça parce qu'on a mis en place toutes ces optimisations de traitement. D'autres clients ont d'autres préoccupations. On a été sollicité par une direction informatique pour des traitements assez sophistiqués. Je ne vais pas m'y appesantir parce que c'est assez spécial, mais ou une direction de la trésorerie qui agrège ces données et qui a décidé de piloter ces échanges de paiement, de prélèvement, de relevé de compte sur une seule plateforme qu'on appelle une plateforme de communication bancaire dans le monde entier, connectée à Swift. Et donc, on récupère ces données, on arrive en fait à les rendre homogènes et présentables pour que le trésorier ait ce qu'on appelle dans le jargon une fiche en valeur, c'est-à-dire en fait un état de sa position consolidée de la trésorerie tous les matins. Tout cela, ce sont en fait des exemples, des résultats, des finalités qui facilitent le travail du métier et qui s'appuient sur des traitements relativement sophistiqués que malheureusement un informaticien ne peut pas s'approprier sans qu'il ait un minimum de connaissances du métier. Et c'est donc là où en fait Neofy se justifie dans ce landerneau, dans ce petit domaine qui se trouve être entre le métier et l'informatique. Et on arrive en fait à bien comprendre ces différentes préoccupations. Et notre objectif final, c'est que le métier puisse grâce à nos outils, grâce à nos solutions, hem, être capable de construire tous les types de traitements qu'il doit faire, quelle que soit la finalité métier, mais aussi être capable d'acquérir les réflexes ou d'avoir à l'écran des alertes qui lui permettent de réagir. Et donc, on crée ce qu'on appelle des règles. Le noyau aussi de notre logiciel est doté d'un moteur de règles et on crée des règles qui sont enrichissables à votre guise, au gré des écueils auxquels vous allez être confronté. Donc, on n'a pas besoin à chaque fois de réinventer la roue. En fait, ce sont des règles qu'on enchaîne les unes derrière les autres sans affecter l'existant des processus qu'on a contrôlés. Et donc, je vous disais, l'ambition, c'est que le métier s'approprie toutes les préoccupations que lui considère comme étant relativement techniques, mais que l'informatique considère comme étant relativement métier. Vous voyez, on est vraiment en fait dans un no man's land que ni l'un ni l'autre n'osent toucher parce qu'ils disent c'est plus de mon ressort. Et là, on donne les moyens au métier de garder la main, non pas d'aller marcher sur les plates-bandes de l'informatique, mais plutôt de se dire ah, ça reste encore quelque chose qui est de mon ressort et je saurais solliciter l'intervention d'une personne, soit de l'informatique, soit un administrateur d'une application qui n'est pas dans mon sérail, dans mon périmètre, pour lui dire c'est à tel endroit qu'il y a quelque chose qui coince. Et rien que cela, vous êtes déjà acteur de la résolution de votre problème, que de toute façon, en fait, vous subissez et que vous savez n'être pas, en fait, de votre ressort. Donc c'est comme cela que, Neofy se positionne. Alors, je pourrais, en fait, m'appesantir sur vous voyez, on se positionne aussi entre les banques et les entreprises, mais ça, c'est, anecdotique. Ça, c'est des choses qui arrivent. Heu Chez CFAO, nous avons résolu des problèmes d'hétérogénéité de relevés bancaires qui proviennent d'Afrique, qui sont parfois un petit peu farfelus et que notre logiciel, progressivement arrive à corriger, bien sûr à la marge. En fait, on ne fait pas de la correction, des différentes lignes de relevé de compte, mais ce qui permet en fait au département de la trésorerie de ne pas attendre le lendemain la correction de la banque qui parfois en fait est quand même aussi assez erratique. Donc nous, on arrive à donner de la productivité et comme je vous le disais en d'autres termes, de l'autonomie au métier pour que lui-même se dote des moyens de faire ces corrections et d'en alerter et la banque et les autres personnes qui sont affectées par ces préoccupations. Je vous ai évoqué
le cas d'Econocom avec cette hétérogénéité d'environnement et pour lequel on a bien sûr réduit les risques, optimisé, augmenté la fiabilité et aussi la productivité. Je finirai par le fait qu'on est aussi présent dans les back-office bancaires. Récemment, il y a 2 ans, le back-office bancaire en fait, du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne nous a demandé de remettre à plat l'agrégation des émissions, des paiements et des relevés de compte provenant ce que la banque appelle le corporate, c'est-à-dire le monde de l'entreprise et de faire les conversions de format, les contrôles, l'antifraude aussi, ce qui a été évoqué au travers de SIS tout à l'heure, que je connais bien. Et donc tous ces paiements, il faut aussi filtrer une fois que la banque les reçoit pour savoir si c'est du on-us ou pas, c'est-à-dire si ça fait partie du périmètre Banque Populaire Caisse d'Épargne, ou bien ce n'est pas le cas, de le pousser dans le monde interbancaire, ce qui demande une conversion de format, parce que le monde interbancaire en fait utilise un format complètement différent. Et non seulement dans ce fameux sens de je reçois un paiement d'une entreprise et je le transmets dans l'environnement interbancaire, mais aussi s'il y a des écueils, s'il y a des soucis, d'être capable de récupérer les retours provenant des contreparties bancaires, annonçant des soucis, convertir le format pour le pousser à l'entreprise pour qu'elle soit informée dans le format attendu selon les normes bancaires françaises et européennes. Vous voyez, on est toujours en fait en train de je vais prendre un terme malheureusement un petit peu galvaudé, mais triturer la donnée, mais pour en tirer le meilleur profit et piloter tous ces traitements avec une finalité qui peut être totalement diverse. Donc, on a dévolu notre action sur le monde de l'entreprise, le monde de la banque. Bon, je pourrais parler de Europe Assistance, mais on peut aussi utiliser nos outils pour d'autres métiers. Comme tout à l'heure, j'évoquais la direction informatique, ou peu importe. Le point clé de ces différents logiciels que l'on adapte au gré des besoins d'un quelconque client, c'est de considérer nos logiciels comme une sorte de boîte à outils générique que l'on est capable, un petit peu comme un tableau Excel, que l'on est capable en fait dont la maniabilité nous permet en fait de rendre des services dans toutes les sphères en fait, dans tous les départements de l'entreprise. Voilà, alors nos solutions sont proposées la plupart du temps en mode ce qu'on appelle private cloud, c'est-à-dire que c'est le mode SaaS, mais où le client a son infrastructure en propre chez lui, ce qui fait qu'il est absolument autonome et qu'il n'est pas un tributaire on va dire d'une règle unique qui est imposée à tous les clients qui partagent une plateforme. Il est vraiment en fait dans son environnement propre et on propose tout type d'offres de services, du conseil, du paramétrage et de la mise en œuvre et de la mise en œuvre avec l'ambition que le client devienne autonome, quel que soit ce qu'il va faire de notre solution. C'est vrai que l'analogie en fait la plus simple et peut-être un petit peu biaisée, c'est de se dire c'est un petit peu comme si vous achetiez en fait un tableur Excel et on disait bon bah c'est bien gentil, mais en fait avec un tableur Excel, si vous ne savez pas quoi en faire, bah, vous êtes heureux et malheureux. Et nous on vous dit bah voilà ce qu'on peut vous proposer de faire et vous allez voir qu'en vous accompagnant, on va identifier des données à traiter, des traitements en fait qui sont un petit peu de guingois, que vous avez du mal en fait à gérer, des règles conditionnelles qui vous disent bah tiens s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que je peux envoyer un mail à machin ou un SMS quelque chose et c'est donc des procédés d'optimisation de processus. Donc c'est assez large et ça fait donc depuis 2006 que l'on fait ce métier et bah, je dirais avec grand succès, mais j'aurais plaisir à partager vos préoccupations pour voir si vous pourriez en fait utiliser mon logiciel à bon escient chez vous. Voilà, j'ai fini. J'espère, Alexandre, que j'ai Merci été beaucoup, Patrick. rapide, Non, ça a suffisamment. été synthétique et très clair. Le temps a été dépassé, mais simplement, j'ai une question pour Patrick, une question pour toi, Harris. Du côté de Neofi, en quoi la solution permet aux entreprises d'être mieux financées par les banques? On n'est pas du tout dans le financement, on est dans la technique des flux et de l'exploitation de la donnée. Donc, ce logiciel, on va dire, je dirais que c'est un petit peu frustrant de le dire comme ça, mais c'est comme si vous achetiez le tableur Excel et que vous mettiez des règles et puis des liens avec vos différentes applications. Donc il n'y a pas de notion de financement.
D'accord. Et sur l'aide au financement, justement, le traitement de la donnée peut impacter ou Alors là, en c'est pas effet, forcément l'image? c'est-à-dire que peu importe ce qu'on va faire de la donnée, si vous avez une préoccupation, de financement, je dirais, on va se tourner vers les autres intervenants en fait de ce webinar et moi Mmh. je vais aider, comment dirais-je? Une application de l'entreprise qui se tourne vers les d'autres applications que l'on a présentées ici, pour essayer d'en tirer un meilleur profit que seul le métier présenté est capable de faire. Typiquement, si là, en fait, on peut rajouter des règles pour se dire: «Bah, voilà, j'aimerais bien être financé, via» alors, je prends, Crésus parce que c'est le logo qui me vient à l'esprit. Donc, eh bien, je vais, lancer, mes facturations d'une certaine manière, mais pas toutes. Et c'est là où ça commence à être un petit peu sophistiqué Mmh. et je dis: «Bah, voilà, on va rajouter cette fameuse règle de mais pas toutes» et en fait, on va définir ce que ça veut dire et on va lancer des processus et donc on va dire, on est complémentaires, mais on n'est pas acteur profond du financement. On est vraiment en fait le support, on va dire, le transporteur et le piloteur des informations. Super. Merci Patrick. Harris, du côté de Crésus, quel impact vous pouvez avoir sur le secteur de l'électronique? Et est-ce que les entreprises de l'électronique peuvent utiliser votre solution? Ah, César, Harris, on ne t'entend pas. Je crois que ton micro est coupé. Ouais, bien vu. Voilà. Effectivement, c'est une très très bonne question. Comme je l'expliquais, donc on a déjà des clients qui sont dans le secteur de l'industrie. Le secteur de l'industrie, c'est un secteur qui est aussi concerné par un jeu de délais de paiement qui peuvent être un peu tendus parfois. On a des petits fournisseurs qui ont besoin de trésorerie. On a aussi des gros fournisseurs qui ont de la trésorerie. Et donc, l'idée, c'est d'aller Mmh. fluidifier le paiement interentreprise dans cette industrie. Donc, on a actuellement des clients qui sont déjà dans cette industrie et qui, eh bien, vont aller libérer du capital dans la chaîne de valeur, en réalité, grâce au paiement anticipé. Donc, l'avantage majeur, c'est qu'on va avoir un ruissellement du capital qui ne va pas rester bloqué au niveau des grosses entreprises, mais qui va pouvoir redescendre sur des fournisseurs qui en ont le plus besoin pour se développer et donc développer leur activité et leur croissance, etc. Et en ce qui concerne Axiel, moi, je serais ravi de discuter avec vous, Axiel, pour pouvoir proposer une offre spécifique, spéciale, avec les adhérents de Axiel, ou en tout cas les personnes qui gravitent autour de Axiel, puisque effectivement, l'industrie aujourd'hui a besoin voilà, d'ajouter du lubrifiant, de la fluidification au niveau des paiements interentreprises. Tout à l'heure, vous avez évoqué aussi un sujet, Sandrine, qui est le sujet des pénuries. Eh bien, pour pallier aux pénuries, certaines entreprises ont décidé de mettre en place des programmes de paiement anticipé afin d'être afin d'être livrées en priorité lorsqu'il y a des retards de livraison ou des pénuries, justement. Donc, en fait, on répond pleinement à des enjeux qui touchent l'industrie et des organisations comme Axiel. Donc, on serait ravis de pouvoir échanger avec eux pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire en réunion. Merci beaucoup, Harris. On en reparle ensemble, bien Sandrine, je ne sais entendu. pas si tu Pas de veux problème. ajouter quelque chose avant de clôturer ce webinaire. Non, non, je disais juste qu'effectivement, on pourra en reparler, reprendre ensemble contact. Sandrine, on ne t'entend Parler pas. après. Ah, Ça marche, Sandrine. ça marche? Ah bon, d'accord. Très bien, vous m'avez entendu, Merci c'est à parfait. tous. Je vais clôturer ce webinaire. Merci à tous. Les présentations vont être envoyées à l'ensemble de l'auditoire et également à Axiel. Merci Harris, merci Patrick, merci Sandrine, merci à tous. Merci à tous. Merci, à Bonne bientôt. journée. Au revoir.